numéro 24013 du 23 décembre 2024 portant ici sur la loi des finances 2025 au Cameroun a connu beaucoup de réformes. Nous sommes venus avec des réformes sur plusieurs et dans plusieurs domaines, mais notamment dans le domaine des collectivités territoriales décentralisées. Oui, vous voyez de quoi je parle. On parle des réformes. Après ces informations-là, il était important pour nous de faire des analyses et pourquoi pas des enquêtes pour pouvoir revenir sur certains points qui ont suscité plusieurs interrogations. C'est dans cette logique vision d'élu aujourd'hui, se positionne déjà comme une émission de référence pour comprendre les enjeux politiques, mais pas seulement sociopolitiques, aussi pour pouvoir découvrir les hommes et les femmes qui façonnent, qui remodèlent notre pays, le Cameroun. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, nous recevons Monsieur Dela, qui est autre qu'un expert en finance, mais pas seulement, il est également, on va dire, un expert en comptabilité et fiscalité. Il est ici le directeur du CGA TF International Consulting SAR. Si j'ai écorché, il est là pour mieux nous indiquer. Bonsoir Monsieur Dela. Bonsoir Madame. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur Vision d'élu. Le plaisir partagé. D'accord. J'ai titubé tout à l'heure expert en finances publiques et également... Oui, je voudrais corriger en disant simplement que expert en finances publiques, option comptabilité et fiscalité, par ailleurs directeur d'un CGA, TF International Consulting SAR. D'accord, Consulting SAR. Alors c'est un réel plaisir renouvelé de vous avoir sur notre plateau. De but en blanc, sans plus tarder, on voudrait savoir. Nous avons eu affaire à une nouvelle loi de finances 2025. Quel est le regard, j'ai envie de dire, général que vous portez sur cette loi? Alors merci Madame pour la question. Il est à noter que les députés ont bien voulu faire une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour l'année 2025, qui a été d'ailleurs validée par le président de la République. Cette loi portant sur l'impôt des collectivités territoriales décentralisées. Alors, il était question ici de remplacer un certain nombre d'impôts par un impôt appelé l'IGS, impôt général synthétique. Cet impôt vient remplacer la patente pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions, l'impôt libératoire, par exemple, la taxe d'hygiène et salubrité, l'occupation temporaire de la voie publique et bien d'autres impôts. Donc, on a bien voulu regrouper ces impôts en un seul impôt pour faciliter ainsi la tâche au contribuable de pouvoir payer son impôt. D'accord. Voilà qui est bien intéressant. Et on voudrait savoir, est-ce qu'on peut avoir une vue d'ensemble, parce que vous avez parlé là des CTD, est-ce qu'on peut avoir une vue d'ensemble sur le lien entre cet impôt et les CTD? Alors, le lien, il est clair. Le lien entre cet impôt et les CTD, il est vraiment clair. Il est clair que hier, les CTD percevaient, par exemple, de manière en espèces, l'impôt libératoire, par exemple, la taxe d'hygiène et salubrité, par exemple, l'OTVP ainsi que d'autres impôts. Il est clair aujourd'hui que l'administration voudrait dématérialiser ces différents types d'impôts. Ça veut dire que, en réalité, l'administration a bien voulu que ces impôts soient payés autrement, qu'ils soient plus payés en espèces. Ceci, dans quel cas? Dans le cadre de pouvoir véritablement renforcer les recettes des CDD qui, hier, lorsqu'ils étaient collectés de manière en espèces, ne parvenaient pas toujours à arriver où il fallait. Donc l'administration a bien voulu dématérialiser cela et que cela puisse se payer en ligne, soit par Orange Money ou encore véritablement beaucoup plus par Orange Money, par Mobile Money, et puis que cet impôt retombe directement dans le compte du receveur municipal passant par la CAMPost.
D'accord. Est-ce que c'est le seul intérêt derrière ce nouvel impôt, j'ai envie de dire impôt général synthétique, est-ce que c'est le seul intérêt ou alors on a tout simplement, j'ai envie de dire, éliminé les impôts de base? Non, le seul intérêt, je dirais non. Le véritable intérêt ici, c'est l'intérêt du contribuable. Oui. Vous savez, hier, le contribuable avait affaire à plusieurs équipes qui débarquaient, par exemple, chez lui. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est telle équipe qui vient, demain, c'est autre équipe, après-demain, c'est une autre équipe. Et du coup, l'administration a pensé que non, il ne faut pas que le contribuable soit frustré. Il faudrait qu'on regroupe cet ensemble-là et que le contribuable paye une fois. Encore, une fois tous ces impôts-là regroupés. C'est-à-dire, lorsqu'il paye l'IGS, quand vous payez l'IGS, vous ne payez plus l'impôt libératoire. Mais est-ce que les coûts sont moindres ou alors les coûts... On va arriver, madame, on va arriver sur les coûts, on va arriver pour le moment. On se dit, est-ce que ça valait la peine de le faire? C'est pour ça que je vous explique que le gouvernement a bien pensé que le contribuable ne doit plus être frustré. Et puis, du coup, voilà ce qu'il en est par rapport à l'impôt qu'il faut payer. Alors, si vous voulez que je revienne à votre question sur selon laquelle est-ce que une fois qu'on a payé cet impôt, on le paye une fois. Il est bien vrai que cet impôt se paye. Se déclare une fois par an. Vous pouvez déclarer votre impôt au plus tard le 15 mars et vous payez au plus tard le 15 avril. C'est annuel. Une fois que vous avez payé cette IGS, vous n'avez plus affaire à ce type d'impôt. C'est terminé. Alors, ce qu'il faut même encore le plus regarder, c'est que hier, il y avait ce qu'on appelait les déclarations mensuelles d'acompte sur le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, madame, je peux vous rassurer que pour tout contribuable relevant du régime de l'IGS, c'est-à-dire ayant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions, ce contribuable n'a plus de déclaration d'acompte sur le chiffre d'affaires à faire. Mais par contre, il ne faut pas oublier, il ne faut pas se dire que lorsque vous n'avez pas de déclaration d'acompte sur le chiffre d'affaires à faire, vous n'avez plus de déclaration. Non, il y a des déclarations des impôts retenus, tels que les retenues sur salaire, par exemple, les précomptes sur loyer, que vous deviez faire. Et encore plus, il ne faut pas se dire qu'une fois qu'on a payé l'UGS, on va croiser les bras et dormir. Non, il y a une comptabilité que l'administration vous oblige à tenir. Pour toute entreprise ayant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions, vous êtes contraint de tenir une comptabilité, laquelle l'administration a le droit de venir contrôler quand elle jugera que c'est nécessaire. D'accord. Là, c'est sur un certain point. Et si on se recentrait un peu sur les CDD, comment est-ce que cet impôt va-t-il, on va dire ici, va-t-il pouvoir impacter de manière conséquente les communes? Alors, madame, comme je le disais tantôt, vous savez, je vais répondre à cette question juste parce qu'on est en émission, mais en réalité, les CDT ou bien encore l'administration fiscale était mieux placée pour répondre. Mais ce que je sais de cette question, c'est que cela va impacter les CDT parce que aujourd'hui, les impôts sont dématérialisés. Lorsqu'ils sont dématérialisés, automatiquement, les recettes doivent augmenter. Hier, ces recettes ont été perçues manuellement. Ils étaient perçus manuellement avec des quittances. Aujourd'hui, ils sont perçus par voie dématérialisée. Et ce que je peux encore vous rassurer par rapport à cela, c'est que le véritable bénéficiaire de cette loi, ce sont des CDD. Pourquoi? Parce que lorsque aujourd'hui vous payez l'impôt, vous payez cet impôt synthétique, il se retrouve directement dans le compte du receveur municipal de la commune, qui peut être touché à tout moment. Donc les receveurs peuvent avoir des problèmes ces 2-3 premiers mois, mais je vous rassure qu'après, ce sera très bien. Et je peux vous rassurer que si on essaye de regarder les statistiques, on peut regarder les années qui suivront, nous allons voir que les CDD ont doublé leurs recettes. D'accord. Avec la mise en place de cette nouvelle réforme.
D'accord, il y a plusieurs questions déjà parce que nous sommes en direct, on voudrait savoir, au même moment, on ne peut pas oublier les téléspectateurs qui nous regardent. Ils se posent la question de savoir comment on fait pour déclarer son impôt général synthétique. Comment est-ce que ça se passe? Si on n'envoie plus des agents municipaux venir collecter auprès des petites entreprises, auprès parfois des personnes, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les déclarer? Alors, c'est une très bonne question, c'est une question qui nous permet de pouvoir exposer réellement la procédure de la dématérialisation. Alors, la première condition pour pouvoir déclarer son impôt, c'est d'abord d'avoir un numéro d'identifiant unique. Lorsque vous avez un numéro d'identifiant unique, ceci vous permet d'entrer dans votre compte. Quand vous entrez dans votre compte, vous pouvez déclarer les impôts dont vous êtes assujetti. Donc la première chose, c'est que il faut d'abord avoir un numéro d'identifiant unique. C'est l'élément le plus important pour le moment. Avoir son numéro d'identifiant unique et le reste pourra suivre. Oui. Et en plus, madame, lorsque il faut avoir ce numéro d'identifiant unique, mais je voudrais encore revenir sur un point où vous dites qu'il y a un problème assez sérieux qui se pose, comme les téléspectateurs vous posent comme question. Le problème qui se pose, c'est que les téléspectateurs veulent parfois déclarer, ne connaissent pas comment le faire. Je viens de dire, il faut passer par là. Mais maintenant, si vous déclarez mal votre impôt, c'est un problème. Nul n'est censé ignorer la loi. Et en matière d'impôt, on dit qui paye mal paye deux fois. Alors, si vous payez mal votre impôt, ça veut dire que vous payez à une personne X qu'on ne connaît pas, et que demain, l'administration fiscale fait une descente sur le terrain pour vous contrôler, ce qu'on va vous demander, c'est l'ACF. Cet ACF est généré uniquement dans le compte des impôts. Mais on peut dire qu'en attendant que tout soit véritablement mis en place, l'administration fiscale et les CDD qui sont véritablement deux partenaires doivent s'entendre pour trouver des moyens à faciliter aux contribuables afin que véritablement le contribuable puisse être à l'aise dans ses déclarations et ses paiements. Oui. Bon, de manière un peu plus concrète, on voudrait savoir en quoi est-ce que l'IGS contribue-t-elle à autonomiser, je vais dire, les CTD? En quoi, concrètement? Pourquoi ne pas laisser les choses comme l'État? Pourquoi on a choisi l'impôt général synthétique? Ok. Je pense que je n'étais pas à l'Assemblée nationale. J'étais pas à l'Assemblée nationale, mais réellement, voilà, il faut comprendre que ce sont, même si l'Assemblée nationale a pris cette décision, c'est parce qu'on fait des rapports, et moi en tant que directeur du CGA, lorsque ça ne va pas, on fait des rapports qui se retrouvent à la direction générale des impôts, qui se retrouvent au MINFI, qui se retrouvent partout. Donc je peux vous dire que cet impôt, premièrement, rend facile la collecte, c'est-à-dire la dématérialisation de cette procédure rend facile la collecte des impôts. Cette dématérialisation permet aussi un suivi des collectes des recettes des CDD qui hier n'était pas véritablement ça. Donc je peux dire que aujourd'hui ça permet quand même de pouvoir faire un suivi de la collecte des recettes des CDT. Maintenant, qu'est-ce que l'IGS apporte? L'IGS apporte, madame, il ne faut pas regarder ici simplement ce que les CDT gagnent. Parce que depuis que nous avons commencé l'émission, vous ne m'avez pas posé la question de savoir qu'est-ce que le contribuable gagne. On viendra dessus, alors, ne vous inquiétez pas. Ok, est-ce que je peux anticiper ou j'attends? Ok, alors, ok. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce que les CDD gagnent, par rapport à la dématérialisation. Oui. Bon, maintenant, qu'est-ce que le contribuable gagne? Alors, c'est bien, j'attendais cette question parce que moi, mon rôle, c'est pas trop de défendre les CDD parce que ils ont une feuille de route et puis tout est planifié. Aujourd'hui, on sait que lorsqu'on paye un impôt, je suis à Yaoundé, je paye mon impôt, je sélectionne la commune de Yaoundé 2 ou de Yaoundé 1.
l'impôt que j'ai payé se retrouve directement à la commune de Yaoundé 2 via Campost, et que les receveurs municipaux ont ouvert des comptes là-bas et qui peuvent toucher à tout moment. Il n'y a rien qui les empêche de le faire, contrairement à hier où ils attendaient aller par-ci par-là pour attendre aller toucher. On connaît bien comment ça se passe dans notre contexte. Donc maintenant, je reviens à la question, qu'est-ce que le contribuable gagne? Alors madame, le contribuable arrête d'être frustré. Premièrement. C'est-à-dire, le contribuable arrête de penser que le matin, on est passé me demander l'impôt libératoire. À midi, on est passé me demander la taxe d'hygiène. Le lendemain, on vient me demander l'OTVP. Après, on vient me demander ceci, ainsi de suite. Premièrement, voilà ce que le contribuable gagne. Il gagne le temps pour gérer ses activités afin de générer des revenus pour pouvoir payer ses impôts. Il n'aura plus affaire à tout moment aux agents qui viennent. Et je peux vous le dire, je peux vous le dire sans offenser qui que ce soit, mais je peux dire que j'ai eu affaire aux agents de la mairie sur le terrain, et je vous dis que c'est pas aussi aisé que vous le pensez, parce que tout est permis en ce moment. Mais aujourd'hui, le contribuable, lui, reste chez lui. Il n'a pas besoin d'aller où que ce soit. Il reste chez lui. Il peut également oublier de déclarer. C'est pour ça qu'il doit se faire assister. Il doit se faire assister, madame. On pose cette question parce qu'avec le contexte camerounais, il arrive de temps à autre qu'on puisse oublier même de déclarer que ce soit cet impôt, que ce soit synthétisé ou pas, qu'on arrive vraiment à oublier de déclarer de manière volontaire. À ce niveau, l'économie sera plombée. Mais... Si vous oubliez, vous ne vous êtes pas fait assister, vous avez oublié, nul n'est censé ignorer la loi. Il y a des pénalités. Je vous prends un exemple. Si défaut d'existence de l'attestation de conformité, l'amende est de 25 000. Défaut de tenue d'une comptabilité pour les entreprises au régime de l'IGS, l'amende est de 1 million. Donc vous n'avez aucune raison d'oublier que vous deviez faire des déclarations. D'accord. Monsieur Tella, vous entendre parler, est-ce que quelque part on peut envisager, je vais dire, des bémols ou alors des limites par rapport à cet impôt général? Des limites, oui, disons que... Qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Disons que le commerçant lambda qui était dans un contexte hier, aujourd'hui avec l'IGS, il pourra un peu se dire quelque part qu'il a été un peu frappé plus fort. Mais c'est la loi. C'est la loi. On l'a facilité un côté et de l'autre côté, peut-être il subit. On a facilité le côté où il n'est plus contraint de déclarer son chiffre d'affaires pour la compte sur le chiffre d'affaires chaque mois. On l'a facilité cela. On l'a facilité le fait que, étant au régime du simplifié, il n'est plus contraint de payer une patente. On l'a facilité cela. Mais à côté maintenant, il y a cette tranche de l'IGS qui ne sont pas du tout acceptées par tous, mais c'est la loi. D'accord. On ne boude pas la loi, vous avez On ne boude pas la loi. Alors, vous avez parlé de facilité, d'apporter des facilités aux contribuables, qu'on apprécie d'ailleurs. Vous avez également parlé de se faire accompagner. À quel moment est-ce que vous avez implanté des mécanismes pour pouvoir accompagner monsieur tout le monde dans cette nouvelle réforme-là? Alors, madame, je voudrais déjà vous dire que je suis le directeur d'un centre de gestion agréé, communément appelé CGA, qui est une association agréée par le ministre en charge des Finances pour accompagner des entreprises dans leur gestion, dans leur comptabilité, dans leur fiscalité, et aujourd'hui vient accompagner ces entreprises dans la téléprocédure. Alors, il est clair que lorsque vous êtes adhérent d'un CGA, vous bénéficiez de 50% d'abattement sur votre IGS. On parle là, ça veut dire que si vous venez aujourd'hui et vous êtes membre de notre CGA, de notre centre de gestion agréé, et que dans la tranche de l'IGS, vous deviez payer par exemple 2 millions, vous allez vous retrouver en train de payer 1 million. On vous fait grâce des autres 1 million. Quand on passe par votre centre.
quand on passe pas par notre sens, pas tous les CGA. D'accord. C'est vrai que ici, je mets mon sens en priorité, mais c'est une question de CGA et non une question du CGA-TF International Consulting. Qu'entendez-vous parler par CGA, s'il vous plaît? Le CGA, comme je le disais tantôt, c'est un centre de gestion agréé par le ministre en charge des Finances. Oui. Il a pour rôle d'assister les petites et moyennes entreprises dans leur gestion. C'est-à-dire les entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 15 et 100 millions. Il les assiste dans leur gestion. La gestion, en quel sens? Il les assiste dans la gestion comptable, la comptabilité fiscale. Il les assiste dans la gestion fiscale. Alors, l'administration voudrait avoir une tête tranquille. Quand vous êtes membre d'un CGA, on sait que le CGA vous suit déjà sur le plan comptable. Ça veut dire que vous n'êtes pas un comptable, un contribuable, permettez-moi, désordonné. Vous êtes un contribuable qui est suivi. Ce qui fait que l'administration dit, ok, moi lorsque vous êtes membre de ce CGA, moi je vous permets d'avoir un abattement de 50% sur vos impôts. Ça veut dire c'est lui qui devait payer l'IGS de 2 millions, il se retrouve en train de payer 1 million. 1 million tout simplement. Je crois que c'est assez considérable, madame. C'était tout bénéfice pour les contribuables. Donc à ce niveau, vous invitez monsieur tout le monde, donc monsieur le contribuable, à pouvoir s'inscrire dans un centre, oui, pour être suivi. Et pour ceux qui ne peuvent pas le faire, ceux qui n'ont même pas déjà l'information, quelles sont les mesures qui sont prises? Nous essayons de, premièrement, nous invitons, comme vous avez dit, tous les contribuables à véritablement s'inscrire dans le centre des jeux. Parce que je crois qu'il y a un adage qui dit souvent, mon peuple périt faute de connaissances. Oui. L'administration vous aide, c'est légal. C'est légal. L'administration vous aide et vous dit, si vous êtes adhérent d'un CGA, vous avez un abattement de 50%. Et combien connaissent cela? Combien de contribuables connaissent cela? Alors c'est pour ça que vous allez voir des contribuables qui vont payer ce qu'il ne fallait pas. Alors qu'en réalité, l'administration les aide à bénéficier d'un abattement de 50%. C'est pour ça que nous profitons de l'occasion aujourd'hui pour vous dire à tout contribuable existant que vous pouvez vous inscrire dans notre centre de gestion agréé et bénéficier de 50% de réduction de votre IGS. En dehors de cela, votre comptabilité est suivie, vos télédéclarations sont suivies et vous avez pour bonus la télédéclaration de la CN, de la CNPS. D'accord. On reviendra pour parler non seulement des éventuels abus, mais également de l'avenir de la décentralisation fiscale. Et avant toute chose, on prend d'abord une légère transpiration.
petit peu de la vérification et du contrôle de la fiscalité locale. Alors, Monsieur Tella, on voudrait savoir quelles mesures ont été prises dans la loi pour assurer, on va dire, une meilleure collecte des taxes proprement liées à cet impôt général synthétique. Alors, comme je disais tantôt, l'administration fiscale, dans ce cadre-là, doit bel et bien s'associer avec les communes pour pouvoir trouver des voies et moyens pour contrôler ces impôts. Mais jusqu'à présent, la loi ne s'est pas prononcée. Ça veut dire que les méthodes de contrôle restent les mêmes. Les entreprises sont assujetties à la vérification générale de la comptabilité. Donc, jusqu'à présent, je crois que cette insistance de la loi sur la tenue de la comptabilité voudrait faciliter ce contrôle fiscal au moment venu. Donc, les contribuables devraient savoir que c'est pas parce qu'on a dit que chacun est libre de déclarer que chacun devrait faire ce qu'il veut. Il y aura des contrôles après pour vérifier en réalité si ce que vous avez déclaré correspond réellement à ce que vous avez réalisé. Et comment contourner à ce niveau-là des éventuels abus, que ce soit du côté du contribuable ou alors même que ce soit du côté du gouvernement, parce que forcément des abus, il n'y en a pas. Le contribuable qui maîtrise comment faire ses déclarations peut le faire. Celui qui ne maîtrise pas doit se faire assister par un conseil. Déjà que la loi le prévoit. Vous deviez vous faire assister par un conseil de votre choix. Alors, si vous maîtrisez comment déclarer, vous déclarez. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas, faites-vous assister pour éviter que lors du contrôle, que vous ayez omis quelque chose ou que vous ayez encore mal fait quelque chose. C'est pour ça qu'il faut se faire assister. Maintenant, vous êtes commerçant, vous n'avez pas le temps pour tout. Vous n'avez pas le temps d'être en train de lire les textes fiscaux. Vous ne connaissez même pas les délais. Vous n'avez pas le temps, ainsi de suite. Parfois, vous lisez même, vous avez des problèmes d'interprétation. C'est pour ça qu'il faut donc se rapprocher des centres de gestion agréés comme les nôtres pour vous faire accompagner. Est-ce que la décentralisation s'applique également au centre de gestion comme les vôtres? Est-ce que celui qui nous regarde aujourd'hui du côté nous sommes en Kolokamba, du côté Jean de Dibesseux, du côté d'Awa, du côté d'Ofu ou bien de Bangolo, est-ce que celui-là peut également avoir accessible à ces centres? Oui, bien sûr, partout au Cameroun. Si nous sommes à Yaoundé, que vous soyez à l'est, à l'ouest, au nord-est, partout au Cameroun, vous avez la possibilité d'être adhérent du centre de gestion agréé. Je parle bien de manière aisée. Est-ce que vous avez des détachements, des démembrements dans certaines zones pour faciliter là-bas à Amsterdam qui se retrouve par exemple en Kolfoulou de pouvoir se faire accompagner aisément? Non, c'est très aisé, madame. C'est très aisé aujourd'hui. En dehors même des détachements qu'on a déjà, je crois qu'il y a des facilités à pouvoir transmettre l'information. Il y a beaucoup de moyens à pouvoir collecter ou encore à pouvoir transmettre les informations, surtout qu'avec ces contribuables-là, on ne le fait pas tous les jours. Je peux vous assurer que où nous sommes, nous n'avons pas moins que rien à l'est comme contribuable. On n'a pas moins que rien à l'ouest comme contribuable et nous travaillons avec eux. Ils ne se plaignent pas. D'accord. De vous, Zanou, ici sur le plateau, monsieur Tella, dites-nous en toute franchise, est-ce que vous pensez que aujourd'hui l'impôt général synthétique suffit tout simplement, on va dire, pour pouvoir représenter, j'ai envie de dire, à suffisance la décentralisation fiscale au Cameroun? Bon, dire que ça suffit pour pouvoir représenter la décentralisation fiscale au Cameroun, je pense que non, mais c'est un aspect, en fait. C'est un élément qui concourt à la décentralisation. Vous savez autant que moi combien le chef de l'État s'est battu pour que cette décentralisation soit vraiment effective. Aujourd'hui,
le chef de l'État voudrait que ces collectivités territoriales décentralisées soient véritablement autonomes. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'attendent plus de X ou de Y pour pouvoir travailler. Que lorsqu'ils sentent, qu'ils savent qu'il y a l'argent dans notre compte, qu'ils puissent toucher cet argent pour pouvoir travailler dans les différents D'accord. Si vous avez donné la possibilité de pouvoir faire certains ajustements, ce seraient lesquels dans ce domaine? Bon, c'est vrai que, madame, je penche beaucoup plus sur le côté du contribuable. S'il m'avait été donné la possibilité, Oui. j'aurais simplement revu un ensemble d'éléments dans les tranches de l'IGS, par exemple, et les éléments accessoires. Je vais vous prendre un exemple. Oui. Un contribuable qui est sa base de calcul de licence était, par exemple, la patente, et 2 fois la patente. Aujourd'hui, c'est l'IGS. S'il faille prendre l'IGS comme base de calcul de la licence, ce serait un peu asphyxiant pour certains contribuables. Donc, par ma modeste voix, je pourrais, si j'ai la possibilité, dire à l'administration de revoir un peu cet élément-là de licence, de calcul de licence, ou encore de pouvoir faciliter, ou encore de revoir cette tranche-là qui concerne le calcul de la licence pour des entreprises d'exploitation des boissons. D'accord. Pas seulement des boissons et autre chose. Bon, les jeux au hasard, c'est une nouvelle loi, on connaît que c'est nouveau. On parle ici beaucoup plus des licences d'exploitation des boissons. Bon, en gros, résumez-nous un peu les 3 piliers, d'après vous, pour vous, les 3 piliers qui vont rendre la finance, je vais dire, incontournable au Cameroun. Je préfère ne pas trop me pencher sur la question. Mais vous pouvez quand même nous dire quelque chose. Donc, ce qui rendra véritablement le levier indispensable pour les finances, je vais dire pour les finances publiques et de manière durable. D'ailleurs, je pense déjà que l'impôt au Cameroun, c'est un élément assez important pour les finances. Sans impôt, l'État ne peut presque rien. C'est pour ça que à tout moment, si nous avons la possibilité d'éclairer le contribuable sur un impôt X et lui donner des moyens, des facilités de pouvoir payer pour renforcer les caisses de l'État, nous n'hésitons pas. À côté de ça, je crois qu'il y a des recettes douanières, il y a des recettes pétrolières, il y a tout autre type de recettes qui pourra véritablement renforcer la finance au Cameroun. Maintenant, l'impôt, l'entrée de l'IGS l'entrée de l'IGS vient plutôt renforcer les finances des collectivités territoriales décentralisées. Et je pense que d'ici 1 an, 2 ans, même le contribuable lambda doit ressentir l'effet de cette IGS. Parce qu'il est à noter, madame, il ne faut pas oublier qu'il y avait ces collectes qui devaient être faites aller ici, tourner là-bas pour revenir dans les collectivités. Les gens se sentaient exactement. Voilà, maintenant, c'est direct. Lorsque on paye l'IGS, ça se retrouve dans les caisses de la mairie. Et moi, je pense que les populations seront les premiers à bénéficier. Parce qu'il sera plutôt facile aux maires aujourd'hui de prendre des décisions financières pour pouvoir faire des investissements dans leur localité. Et lorsque l'investissement est fait, le premier bénéficiaire, je pense que c'est la population. Donc, il ne faut pas oublier que l'État a bien pensé. C'est une manière pour l'État de pouvoir essayer de faire bénéficier la population de cet impôt qui est l'IGS. On va prendre cette question à votre endroit. Est-ce que vous ne pensez pas, M. Tela, qu'à un moment donné, l'État veut juste recontrôler les CDT? Et avant de répondre, dites-nous également comment est-ce que seront repartis les revenus entre l'État et les CDT? À quel pourcentage? 50-50, 60-42 ou alors 60-40? Ok, madame, ce que nous pensons, c'est que
pour la première question, vous avez demandé est-ce que l'État ne veut pas recontrôler? Mais je ne pense pas que cette question devrait avoir lieu parce que l'État, nous sommes dans un État. Il a le droit de contrôle sur toute opération, qu'elle soit financière ou qu'elle soit de quel ordre. L'État a tout le pouvoir de pouvoir contrôler. Alors, si on pose la question, on savoir aujourd'hui, est-ce que l'État ne veut pas reprendre le contrôle? Ça veut dire que si l'État a laissé le contrôle, il y a des choses qui s'est passées. Moi, je ne pense pas. Je pense plutôt que l'État ici veut renforcer la finance des CDD. Parce que hier, les maires se plaignaient qu'on n'a pas assez d'argent pour faire X ou Y. L'État vous dit aujourd'hui, ok, voilà des moyens qu'on met en place pour que vous ayez de l'argent pour pouvoir travailler dans vos différentes communes. Alors moi, je ne trouve pas où on penserait que l'État est en train de vouloir reprendre le contrôle. Et moi, je pense que c'est normal, puisque aujourd'hui, vous versez l'argent, ça part avec un poste, ça a la traçabilité. Mais qui ne voudrait pas la traçabilité, c'est ce qui cherche. Je suis désolé. Un peu de partout. Et le deuxième volet, naturellement, tout le monde sait qu'il y a un nouvel impôt qui est là pour booster l'économie locale. Et on voudrait savoir comment est-ce que cela va se passer pour la disparité, en fait, des revenus. Non, l'IGS c'est un impôt. Cet impôt sera comme les autres avaient été. Ça veut dire, s'il doit être reversé, d'ailleurs que je pense que cet impôt doit être reversé dans les caisses des collectivités territoriales. Rien ne change. D'accord. Oui. D'accord, c'est intéressant de nous le faire comprendre ici, car plusieurs personnes se plaignaient, parce qu'on vous l'a dit avant cette émission, nous avons mené certaines enquêtes. Ils se sont dit, parfois certains même essayent de dénoncer le fait qu'ils pensent que dorénavant l'État va beaucoup plus prélever sur cet impôt-là, ils n'auront plus véritablement la traçabilité. D'autres personnes, les contribuables à ce niveau, pensent plutôt que c'est couru d'avance. L'État, peut-être ils vont se retrouver, leur argent se retrouvera peut-être... on ne sait pas, au nul. Bon, madame, ce que je dirais, c'est que prenons rendez-vous dans 6 mois, interrogeons 2 ou 3 maires. Et on verra. Donc, mais je peux vous rassurer que les recettes déclarées dans les collectivités territoriales décentralisées hier seront au moins quadruplées. Ça, je peux vous rassurer. D'accord. Revenons avec l'entreprise CGA. À ce niveau, est-ce que CGA se sent réparti vers certains maires, certaines communes pour pouvoir sensibiliser au mieux? Oui, madame. On travaille avec eux. On travaille avec les chefs des centres des impôts. D'accord. On travaille avec certains maires. On travaille avec on travaille beaucoup avec l'administration fiscale. Et puis... on pense que notre rôle, c'est de sensibiliser, d'amener le contribuable à comprendre ce qu'il doit payer normalement. Et nous pensons que les maires, beaucoup de maires doivent nous accompagner. Et puis, nous pensons aussi que l'administration fiscale est assez favorable parce qu'eux aussi, ils pensent que lorsque leur contribuable qui doit se sentir asphyxié parce qu'il est en train de porter une charge assez lourde est adhérent d'un CGA, sa charge divise en 2. Donc moi je pense que eux aussi ils disent aux contribuables de s'inscrire dans un CGA, de devenir adhérent des CGA pour pouvoir bénéficier de cet abattement de 50% de leur impôt. Donc voilà. D'accord. Avant de tirer par exemple vers la fin, nous avons également eu une autre réaction qui accusait plutôt les CGA de ne pas communiquer assez naturellement sur ce qu'ils font, puisque c'est aujourd'hui que beaucoup apprennent également. Beaucoup apprennent que nous avons des centres spécialisés pour pouvoir nous aider dans cette démarche fiscale-là. Beaucoup accusent donc vos différentes sociétés de ne pas communiquer. Comment est-ce que vous avez pallié à cela? Il est vrai que les CGA ne sont pas assez nombreux au Cameroun. Ce sont des entreprises dont le ministre en charge des Finances a véritablement jugé leur efficacité, leur discipline
et s'est penché sur beaucoup d'autres aspects afin de leur donner l'agrément pour pouvoir gérer ces entreprises-là. Alors, il faut comprendre que le volet communication dont on dit les CGA communiquent d'une manière ou d'une autre. D'accord, nous sommes curieux. Par exemple, ici, nous avons évoqué le CGA 2 ou 3 fois, rien ne m'obligeait, mais c'est une manière de communiquer. Alors maintenant, il y a aussi des contribuables qui sont assez réticents, qui ne s'intéressent même pas lorsque vous voulez leur dire CGA, ils vous disent vraiment je suis occupé, ils ne s'intéressent pas. Donc il faut avouer que nous, CGATF International Consulting, nous communiquons, et si nous avons communiqué dans les années passées de manière très faible, aujourd'hui rassurez-vous que la communication devient exponentielle et on va toucher tous les contribuables, on va avoir tous les moyens pour toucher tous les contribuables pour qu'ils puissent bénéficier de cet avantage donc l'État du Cameroun offre pour le paiement de leurs impôts. D'accord. Où est-ce que vous êtes situé? On peut connaître un peu tout ça. Oui, nous sommes situés à la poste centrale, derrière la SNI. Derrière la SNI, après la société de recouvrement, l'ancienne société de recouvrement de créances. D'accord. Oui. D'accord, et forcément vous répondez, c'est pour les téléspectateurs qui nous suivent sur les différentes pages numériques, on vous retrouve naturellement. Exactement, sur Google, Facebook, toutes les pages où vous allez nous retrouver. D'accord. Pour le jeune qui nous regarde aujourd'hui, Monsieur Tela, quel est le conseil propre que vous donnez à ce dernier concernant notamment ce nouvel impôt général synthétique? Alors, la première chose que je veux conseiller, pas seulement aux jeunes, mais à tout entrepreneur, c'est d'abord de savoir que l'impôt est une priorité. D'accord. On ne négocie pas l'impôt, mais on paye son impôt. Alors, lorsque vous montez un projet, dans votre projet, il doit toujours avoir une ligne impôt et taxes. Oui. Sinon, si vous montez un projet qui 2 ou 3 jours n'est pas à jour sur le plan fiscal, l'administration viendra vous fermer. L'administration viendra vous fermer. Donc, il faut, si vous avez cette capacité, le faire. Si vous n'avez pas, faites-vous assister. Et pour ceux qui pensent que l'impôt est extrêmement cher, je veux dire à ces jeunes, non. C'est ce qu'on vous a fait comprendre. On vous a fait comprendre que l'impôt est monté, c'est descendu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Dès lors que vous décidez de payer votre impôt, vous payez. Une fois que vous avez payé, vous n'êtes plus embêté. Vous exercez normal. Vous n'attendez que l'année prochaine encore. Le gouvernement soucieux de cela vient encore de mettre en place le CGA. L'IGS. Donc l'IGS, vous n'êtes plus là pour dire que je fais des déclarations chaque mois. C'est un atout. Maintenant, vous faites votre déclaration par trimestre. Ou bien si vous voulez, même vous le faites une fois. La question qu'on n'a pas abordée ici, qu'ils auraient posée, c'est quelle est la base des calculs de ces chiffres d'affaires? On prend le chiffre d'affaires où? Parce que nous sommes actuellement en 2000. Juste parce que vous mettez la charrue avant les bœufs. Ok. Parce que là, c'est l'une des préoccupations majeures, j'ai envie de dire, des personnes qui nous suivent, l'une des préoccupations majeures. Comment font-ils pour pouvoir déclarer s'ils n'ont pas assez de revenus? S'ils n'ont pas assez de revenus, on dit vous déclarez en fonction de vos capacités. On n'a pas dit que vous partez prendre un revenu X quelque part, vous pouvez déclarer. Oui. Vous avez réalisé 200 000. Oui. Votre IGS, vous êtes dans la base de 0 à 500 000. Vous payez 20 000. D'accord. Ça, c'est si déjà il y a même un peu de gain. Comment il n'y a pas de gain. Sur ce que vous avez vendu, ça c'est le chiffre d'affaires. Il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et résultat. Oui. Alors, vous avez vendu une marchandise. Vous l'avez vendue à 400 000. L'an, nous, on ne cherche pas, l'État ne cherche pas à savoir ce que vous avez déjà gagné. Mais l'État vous dit, sur ce chiffre d'affaires, déclarez d'abord l'IGS de 20 000. D'accord. Alors, ce qu'on devrait poser, c'est quoi? Nous sommes en 2025.
La base de calcul de l'IGS, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires. Mais il faut comprendre que c'est le chiffre d'affaires de l'année N-1 de 2024. Donc vous partez en 2024, vous prenez votre chiffre d'affaires. C'est ça que vous venez déclarer comme chiffre d'affaires pour l'IGS en 2025. Maintenant, pour les nouvelles entreprises, les entreprises qui viennent nouvellement d'être créées, ces entreprises doivent donc faire des déclarations de leur IGS, mais qui sera sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel que même ils ont fixé. D'accord, mais à ce niveau, on reste un peu sur notre fin. Vous êtes un jeune Camerounais, venez d'ouvrir votre entreprise. Disons, ça fait même 2 ans que vous l'avez. Elle ne fait absolument aucune entrée. Vous vous battez. À quel moment vous allez déclarer et qu'est-ce que vous allez réellement déclarer? Est-ce que c'est sur un chiffre d'affaires, j'ai envie de dire, illusoire, qui n'existe pas, fantaisiste, que vous allez déclarer? Vous n'avez rien déclaré. L'administration a prévu que lorsque vous êtes dans la tranche, je me fais bien comprendre, vous êtes dans la tranche de 0 à 500 000, vous payez 20 000. Oui. Là, ça, on l'a bien compris. Voilà. J'ai dit bien de 0 à 500 000, vous payez 20 000. Ça veut dire que si vous n'avez pas fait un chiffre d'affaires, vous n'avez rien réalisé, vous payez 20 000. Où prendre ces 20 000? La Bayam Salam qui doit aujourd'hui payer par exemple son impôt général synthétique, où est-ce qu'elle trouve 20 000? Ça n'arrive pas à vendre des tomates, puisque toutes ces taxes-là se sont appliquées sur cette nouvel impôt en fait. Alors, c'est la Bayam Salam qui est là, qui n'arrive pas à vendre les tomates. On dit simplement qu'elle n'est pas une entreprise. Quand vous ouvrez les portes, c'est pour réaliser. Si vous ne pouvez pas réaliser, l'État ne peut pas vous accompagner dans les pertes continuelles. Vous ne pouvez pas ouvrir les portes et vous ne réalisez pas. L'État continue à vous accompagner à perdre au fil des années. À un moment donné, l'État va vous dire aussi, il faut arrêter. Ne continuez plus à perdre parce que ne regardez pas, madame, il n'y a pas une entreprise où on ouvre et on reste les bras croisés. Si vous ouvrez aujourd'hui, vous ne réalisez aucun chiffre d'affaires, mais vous payez quand même le taxi pour venir au travail. C'est une charge. Vous, si vous payez le loyer, c'est une charge. Vous payez, je ne sais pas trop, vous payez autre chose, vous payez, ce sont des charges. Alors, vous ne pouvez pas passer le temps à payer comme ça continuellement, alors que vous ne réalisez aucun chiffre d'affaires qui, en déduisant de ces charges-là, pourra vous générer un bénéfice. Dans le conseil que vous donnez aux uns aux autres, c'est de fermer s'ils n'arrivent pas à... c'est pas de fermer parce que le coût, il y a un coût pour la création. Il y a un coût pour la création, je crois les établissements c'est 61 500 francs. Exactement. Et les ça aujourd'hui c'est 109 500 si j'ai bonne mémoire. Alors, je ne leur conseille pas de fermer, mais je conseille de bien mûrir le projet avant de se lancer. Merci. Monsieur Tellon, on a une question pour la rédaction. La question de la rédaction aujourd'hui peut s'étendre sur un ou deux volets, vu le temps qui nous a imparti. On doit savoir, l'impôt général synthétique aujourd'hui s'applique aux petites et moyennes entreprises, aux grandes entreprises et le secteur informel. Nous a-t-on dit, fait également partie, est-ce que vous croyez réellement que cet impôt est en faveur du secteur informel? Bon, avant de répondre à votre question, je vais d'abord apporter quelques éléments de correction, si vous me permettez bien. Alors, je crois bien que c'est moi qui suis mieux placé ici pour... voilà. L'IGS ne s'applique pas aux petites, moyennes et grandes entreprises. L'IGS s'applique aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires allant jusqu'à 50 millions. Lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions, vous êtes assujetti à l'IGS. Lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions, vous êtes assujetti à la comptabilité obligatoire. Par contre, lorsque vous réalisez un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions, vous êtes bel et bien une entreprise au régime du réel et vous êtes assujetti à la patente. Il faut bien qu'on comprenne cela. Donc c'est pour une certaine masse de personnes. Alors, oui, exactement. Donc,
Du coup, il ne faut pas dire que l'IGS affecte toutes les entreprises. Non. Il y a des entreprises comme ceux du CIM dont l'IGS n'affecte pas. Ils continuent à déclarer leurs patentes. Ils font des déclarations mensuelles de la compte du chiffre d'affaires comme ils le faisaient auparavant. D'accord. Merci. Merci pour cet éclairci parce que c'était la dernière question qui nous taraudait un tout petit peu à l'esprit. On vous remercie une fois de plus d'être passé sur notre plateau. Peut-être un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs avant qu'on se quitte. Oh oui, je conseille les téléspectateurs de pouvoir profiter de ces avantages qu'offre l'État du Cameroun dans le cadre de la fiscalité, s'inscrire dans notre CGA pour pouvoir bénéficier de 50% de réduction sur les impôts à payer. Alors, comme j'ai dit au courant de l'émission, je l'ai dit, il y a un adage qui dit souvent au quartier, mon peuple périt faute de connaissances. Alors, si vous avez la possibilité de payer 1 million et vous vous trouvez en train de payer 2 millions parce que vous n'avez pas la connaissance, je pense que cet adage-là est bel et bien respecté à votre endroit. Alors, il faut ouvrir les yeux, il faut être vigilant, il faut s'inscrire dans le centre de gestion agréé pour bénéficier de 50% de votre impôt. Merci bien, Monsieur Tella. Une fois de plus, merci également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi de fond en comble cette émission Vision de l'U. On se retrouvera forcément mardi. D'ici à là, restez connectés sur nos différents programmes, car 19h30, le journal de Mayence TV. À mardi.